Les vents d'automne balayèrent les vastes plaines du Wyoming, apportant avec eux l'odeur du sage et de la poussière, devenue l'empreinte du territoire. Nous étions en 1887 et la petite ville de Redemption Creek s'étendait comme une cicatrice usée sur cette étendue infinie. Ces bâtiments, de simples structures en bois, se penchaient les uns contre les autres pour résister aux vents incessants de la prairie. La rue principale n'était qu'un chemin de terre bordé par 3 piliers de la survie: le saloon, l'épicerie générale et la maison des enchères. Sur le porche du Silver Dollar Saloon, Jacob Arlo reposait un pied sur la balustrade, scrutant la ville comme si elle lui appartenait et d'une certaine manière, c'était vrai. À 35 ans, Jacob figurait parmi les éleveurs les plus riches du territoire, maître du vaste ranch Doublet qui s'étendait plus loin que l'œil ne pouvait voir. Son visage portait les marques des années difficiles, la mâchoire ferme, les traits empreints de détermination. Ses yeux gris enfoncés dans leur orbite ne laissaient rien passer, et sa réputation de fierté et d'entêtement faisait partie intégrante de sa personnalité, autant que son bétail. Les hommes de la ville le respectaient, inclinant leur chapeau à son passage, tandis que les femmes restaient à distance, sentant derrière son charme rude une froideur sculptée par la terre, la guerre et l'ambition. « Encore une enchère aujourd'hui » murmura Tom Brennan, contremaître de Jacob et compagnon de beuverie, en rejoignant le porche. Jacob grogna en sirotant son whisky. Tom cracha dans la rue. On raconte qu'il y a une nouvelle veuve. Elle est arrivée hier en diligence, toute vêtue de noir. Les gens l'appellent déjà la veuve mystérieuse. La mâchoire de Jacob se contracta. Ces enchères d'automne étaient devenues un rituel sombre. Des veuves et des femmes abandonnées montaient sur l'estrade pendant que des hommes enchérissaient pour le droit de les ramener chez eux. Des épouses échangées comme du bétail, des vies troquées contre la sécurité. Cela lui retournait l'estomac, même s'il n'aurait jamais admis ses sentiments à voix haute. Dans l'Ouest, la survie laissait peu de place aux sentiments. À l'intérieur du saloon, les rires brutaux s'élevaient. Les hommes pariaient déjà sur la femme qui atteindrait le prix le plus élevé. L'enchère ne devait commencer que dans 1 heure, et pourtant l'anticipation bourdonnait comme une tempête prête à éclater. Jacob n'avait jamais participé. Son ranch fonctionnait parfaitement et son lit n'était jamais vide lorsqu'il désirait de la compagnie. Les complications, surtout sous la forme d'une épouse, étaient ce qu'il évitait. Pourtant, lorsque le juge Morrison, magistrat autoproclamé et commissaire-priseur, leva son marteau, le regard de Jacob se porta vers l'estrade. D'abord, les femmes qu'il connaissait: Sarah Mills, veuve d'un effondrement minier; Betty Donovan, laissée avec 3 enfants après la disparition de son mari en quête d'or; et la jeune Annie Peterson, pas encore âgée de 20 ans, déjà éprouvée par la vie frontalière. Puis elle apparut. La foule se figea lorsque la veuve mystérieuse monta sur l'estrade. Elle avançait avec une grâce étrange, enveloppée de noir de la tête aux pieds. Un épais voile cachait son visage, des gants noirs couvraient ses mains. Les autres femmes étaient voûtées, honteuses, tandis qu'elle se tenait droite et immobile, telle une ombre sculptée dans la nuit. Même le juge Morrison hésita avant de retrouver son assurance. « Messieurs, cette veuve souhaite préserver son intimité. Éduquée, lettrée, capable de gérer un foyer. Son nom sera révélé lorsque les arrangements seront faits. » Des murmures parcoururent la foule. « Que cache-t-elle » cria quelqu'un. « Probablement malade » répondit un autre. Jacob sentit qu'il était poussé à travers la foule sans avoir cherché à bouger. Arrivé au premier rang, il jura qu'un instant elle semblait le regarder directement. Ses yeux restaient invisibles, mais quelque chose dans sa posture, fière et... Clara, fragile, était fascinée par lui. Le juge toussa pour attirer l'attention. On commence à $20, silence 10. La sueur perla sur le front de Morrison. Personne ne voulait parier sur une femme qui pouvait être une beauté ruinée ou pire. Les mains gantées de la veuve tremblaient à ses côtés, signe de la première fissure dans sa froideur. Une voix retentit alors depuis le saloon, et « Arlo !» C'était Buck Watson, un rancher rival, plus friand de whisky et de cartes que de bétail. Il s'avança avec 2 compagnons, le sourire d'un loup aux lèvres. « Je parie $100 que tu ne feras pas perdre ses plumes à cette corneille, » ricana-t-il. 200 si tu y arrives avant le lever du soleil. La foule éclata de sifflets et de moqueries. La veuve recula d'un demi-pas. « Tu es ivre, Watson » lança Jacob. « Peut-être, mais mon argent est bon, à moins que le grand Jacob Arlo ne soit devenu mou. » La fierté de Jacob s'embrasa.
Il savait qu'il devrait s'éloigner, mais la foule attendait, guettant une éventuelle reculade. Il ne monta jamais à 300, dit-il calmement. « Es-tu à ton pari ?» rugit la foule. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, Jacob se tourna vers Morrison. 75 $ pour la femme en noir. Vendu. Le marteau tomba rapidement. Morrison, impatient de mettre fin au silence, se réjouit. Jacob monta sur l'estrade. « Madame, dit-il doucement, tendant la main. » Elle hésita, puis posa ses doigts gantés dans les siens, tremblant. « Je m'appelle Clara, » murmura-t-elle derrière son voile. Clara Thornton. Alors qu'il l'aidait à monter dans sa voiture, il sentit tous les regards de la ville sur eux. Le soleil du Wyoming teintait l'horizon de rouge tandis qu'il se dirigeait vers le ranch Double-H. Clara restait silencieuse à ses côtés, mystérieuse, enveloppée de deuil et de noir. Jacob ne pouvait se débarrasser de cette inquiétude. Venait-il de prendre la meilleure ou la pire décision de sa vie? Les roues du chariot grinçaient sur le sentier accidenté menant au ranch. Le ciel sombre prenait une teinte pourpre, les étoiles scintillant une à une. Les coyotes hurlaient au loin, leur écho traversant les plaines vides. Jacob tenait les rênes fermement, mais ses pensées s'en mêlaient comme du fil barbelé. Clara, silencieuse, laissait flotter son voile dans le vent nocturne, cachant son visage et ses secrets. Lorsque la maison du ranch apparut, les lanternes éclairant faiblement les fenêtres, Jacob ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. La maison, grande pour la frontière, possédait 2 étages, des poutres solides et un porche accueillant. C'était la fierté de sa terre, construite de sa sueur et de son argent. Il attacha les chevaux et se tourna vers elle. « C'est maintenant votre maison. » La voix de Clara, douce et presque tremblante, répondit « Une maison n'est pas toujours un foyer, monsieur Harlow. » Ces mots le touchèrent plus qu'il n'osait l'admettre. Il transporta ses bagages à l'intérieur, où persistait l'odeur du feu de bois. Le salon était silencieux, seule l'horloge marquait le temps. Clara glissait comme un fantôme, ne touchant rien, son voile toujours devant son visage. « Voulez-vous dîner ?» demanda Jacob, maladroit dans sa propre cuisine. Elle secoua la tête. « Je suis fatigué. Si vous le permettez, je voudrais me reposer. » Il la guida vers la chambre à l'étage, celle au rideau en dentelle accrochée par sa mère défunte. Elle s'arrêta dans l'encadrement, mains gantées serrées. « Merci, » murmura-t-elle. Jacob acquiesça et la laissa là. Mais dans le couloir, la voix moqueuse de Buck Watson lui revint aux oreilles. 300 si tu la paries avant le lever du soleil. Il serra les poings. Ce n'était pas une question d'argent, mais de fierté, de ne pas laisser Watson se moquer de lui. Pourtant, lorsqu'il ferma les yeux cette nuit-là, il ne trouva aucun repos. La présence silencieuse de Clara le hantait. Qui était-elle? Pourquoi était-elle venue ici? Et pourquoi, derrière ce voile, ressentait-il un chagrin plus profond que les plaines elles-mêmes? À l'aube, Jacob sellait son cheval et parcourait la plaine. L'air était vif, le bétail paissant sous un horizon doré. Le travail calmait son esprit. À son retour, Clara était déjà éveillée, debout dans le jardin près de la maison, voile tiré, mains jointes comme en prière. « Bonjour » appela Jacob. Elle inclina la tête sans le regarder. « Vous savez, » dit-il en descendant de cheval, « les gens sont curieux à votre sujet. Une veuve sans nom qui apparaît à une vente attire les questions. » Ses mains gantées se serrèrent. « Je préfère ne pas parler du passé. Vous verrez, le passé suit toujours une personne ici. » Pour la première fois, elle se tourna vers lui. Même à travers le voile, Jacob sentit son regard pénétrant et défiant. Alors, il vaut peut-être mieux ne pas poser de questions. Son ton le réduisit au silence. Il aurait dû insister, mais il se contenta d'acquiescer. Lui, Jacob Harlow, homme redouté pour son entêtement, avait reculé. Ce soir-là, Tom Brennan arriva avec des nouvelles. Buck Watson raconte partout en ville que vous avez acheté la veuve sur un pari. Les gens commencent à miser maintenant, Jacob. Ils attendaient tous pour voir si tu allais prouver ta valeur ou t'enfuir. Quelle honte! La mâchoire de Jacob se crispa. Clara entra à ce moment-là, portant un plateau de thé qu'elle avait préparé elle-même. Elle s'immobilisa face aux paroles de Tom, ses mains tremblant tellement que les tasses tintaient. « Un pari » demanda-t-elle d'une voix basse. Tom regarda Jacob, mal à l'aise. « Peut-être que j'en ai trop dit. » Mais les yeux de Clara se fixèrent sur Jacob,
même si le voile recouvrait encore son visage. Il sentit la chaleur de son regard comme un feu. Était-ce vrai? La poitrine de Jacob se serra. Il voulait le nier, effacer la honte qui le consumait. Mais la vérité flottait entre eux comme un nœud coulant. Oui, il admit. Le plateau tinta lorsqu'elle le posa, les mains tremblantes. Alors je ne suis rien qu'un simple pari pour toi. Un jeu d'homme. Jacob fit un pas en avant. Ce n'est pas comme ça. Alors dis-moi ce que c'est, monsieur Harlow, dit-elle. Je suis entré dans cette maison pensant peut-être trouver un peu de dignité. Mais si je suis ici seulement à cause d'un pari de hasard. Sa voix se brisa, bien qu'elle tentât de se reprendre. Alors je ne vaux guère mieux que du bétail sur un marché. Ces mots frappèrent profondément, plus tranchants qu'une lame. Jacob tendit la main vers son bras, mais elle se retira, remontant l'escalier, sa robe noire effleurant le bois. Il resta figé dans la cuisine, honte et colère s'entremêlant en lui. Tom exhala. Cette fois, tu t'es vraiment mis dans un sacré pétrin, Jacob. Jacob savait que son contremaître avait raison, et assis dans le silence de sa propre maison, une seule pensée le hantait, le voile. Clara Thornton cachait son visage au monde. Mais pourquoi? Et quel secret se cachait sous ce tissu sombre qu'elle craignait de montrer? L'horloge sonna. Jacob Harlow n'avait pas fermé l'œil. Son esprit tournait en rond autour du pari avec Buck Watson, de la veuve voilée dans la chambre bleue et du poids lourd de la fierté qui pesait sur sa poitrine. Puis, un léger coup retentit à sa porte. Jacob balança ses jambes hors du lit, la lumière de la lampe projetant son ombre longue sur le sol. « Entrez », dit-il. La porte grinça et Clara fit son entrée. Elle était toujours vêtue de noir, mais il y avait une fragilité nouvelle, un tremblement qu'il n'avait jamais vu. « Je ne vais pas vous faire perdre votre temps, monsieur Harlow, dit-elle, voix basse mais assurée, ce pari que vous avez lancé, je vais le régler ce soir. » Jacob se leva vivement. « Ce n'est pas nécessaire. » Mais elle défaisait déjà le voile extérieur. Il glissa doucement, révélant la maille fine en dessous. Ses mains gantées, mais tremblantes, retirèrent épingle après épingle, chacune tombant dans un silence pesant. « Mon mari et mon enfant sont morts dans le feu, » murmura-t-elle, les yeux ne quittant jamais les siens. « Moi, j'ai survécu, si l'on peut appeler ça vivre. » Le dernier voile tomba. La perruque s'enleva, et Jacob resta figé. Là où de doux cheveux auraient dû recouvrir un cuir chevelu marqué, là où la police aurait dû apparaître, il y avait des zones marquées par les cruels baisers du feu. Pourtant, derrière les cicatrices, ses yeux, gris comme l'horizon orageux, brillaient, farouchement défiants et empreints de douleur. « Voilà la vérité, » dit Clara, le menton levé malgré le tremblement de ses mains. « Voilà ce que votre ville appellerait un cauchemar. Voilà ce que votre Buck Watson a payé pour voir. Maintenant, monsieur, encaissez vos gains. » Le silence qui suivit était plus lourd que la fumée d'un combat. Jacob s'avança lentement, délibérément, jusqu'à se tenir si près qu'il put distinguer les taches de rousseur encore visibles sous les cicatrices. « Non, dit-il, la voix rauque mais pleine de conviction. Watson a parié sur la honte. Mais ici, il n'y a aucune honte. Vous avez traversé le feu et la perte, et vous êtes toujours debout, plus forte que la plupart des hommes que je connaisse. » Ses yeux cherchèrent sur son visage le rire cruel, le recul, le dégoût qu'elle s'attendait à trouver. Rien ne vint. Jacob tendit alors la main, prudent, sûr, et toucha sa joue marquée avec la délicatesse de quelqu'un tenant un trésor. « Vous demandiez si vous étiez maudite, » dit-il simplement. « Je vais vous le dire franchement. Vous êtes un miracle, Clara Thornton. Et demain, quand Buck viendra flairer son amusement, je lui verserai chaque centime et lui dirai que j'ai perdu. Parce que la vérité sur vous reste avec moi, et aucun homme n'a le droit de s'en servir pour le divertissement. » Ses lèvres tremblaient. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je vous vois, » dit Jacob simplement. « Pas ce que vous avez perdu. Pas ce qu'ils ont pris. » Vous. Pour la première fois en 14 mois, la maîtrise de Clara se brisa. Une larme unique glissa le long de sa cicatrice, tombant sur la main de Jacob. La tempête dehors faisait vibrer la fenêtre, mais à cet instant, dans le ranch Douglas, deux âmes marquées par la vie trouvèrent un réconfort inattendu. Jacob resta un moment immobile, sentant la chaleur de la larme de Clara sur sa paume, le silence du ranch semblant absorber chaque souffle. Puis il murmura « Viens, asseyons-nous. »
Ils prirent place près du feu encore rougeoyant, les flammes projetant des ombres vacillantes sur les murs de bois. Clara, habituellement si droite et contenue, laissa tomber son voile sur ses genoux, révélant enfin la fragilité et la beauté qui subsistaient malgré les cicatrices. Commença-t-elle, la voix tremblante, je ne voulais pas que quiconque me voie ainsi. J'avais peur que les hommes ne voient que ce que j'ai perdu et pas ce que je suis devenu. Jacob hocha lentement la tête. Je comprends. Mais ce que je vois, ce n'est pas la perte. C'est la force. La vraie force. Clara le regarda, incertaine. Vous dites ça, mais vous ne savez rien de moi. Vous ne savez rien de ce que j'ai dû affronter seul. Peut-être, répondit-il, sa voix douce mais ferme, mais je sais reconnaître quelqu'un qui a survécu au feu. Et pas seulement au feu. Il laissa sa phrase suspendue, ses yeux cherchant les siens. Au monde. Un silence s'installa. Puis Clara se rapprocha, presque timidement, et posa sa main sur la sienne. Je pensais que l'Ouest me briserait, que la solitude finirait par m'engloutir. L'Ouest peut être cruel, dit Jacob, mais il peut aussi révéler ce que nous sommes vraiment. Et toi, tu es bien plus que ce que ce Paris ou cette ville pourrait imaginer. Clara sourit faiblement, pour la première fois sans masque ni voile. Vous me traitez comme si j'étais normal, comme si mes cicatrices n'étaient pas des chaînes. Jacob serra sa main, fermement. Tes cicatrices ne sont pas des chaînes. Elles sont des cartes de ton voyage, Clara. Et je veux apprendre à lire chaque ligne, chaque brûlure. Les heures passèrent, et le vent rugissait toujours dehors, mais à l'intérieur du ranch, un calme étrange s'installa. Les deux âmes blessées partageaient enfin un moment de répit, un fragile lien tissé dans la vérité et l'acceptation mutuelle. À l'aube, Jacob se leva tôt, observant le ciel teinté d'orange et de rose, et pensa à Buck Watson. L'homme pourrait se moquer, mais ce que Jacob avait gagné cette nuit-là ne valait pas de l'argent ni un pari. Il avait gagné la confiance, la présence et la dignité de Clara Thornton. Et pour la première fois depuis longtemps, il savait qu'aucune tempête de l'Ouest ne pourrait effacer ce lien naissant. Clara apparut sur le porche, enveloppée d'un châle chaud, son regard fixé sur l'horizon. « Je ne sais pas si je suis prête », murmura-t-elle. Jacob s'avança, levant la main pour effleurer ses cheveux encore sombres. « Tu n'as pas à l'être. Pas aujourd'hui. Pas demain. Juste, reste ici, et voyons ce que demain apportera. » Et dans le silence matinal, seulement brisé par le chant lointain des coyotes et le souffle du vent sur les plaines, quelque chose de fragile mais réel commença à croître. La promesse d'un futur, forgé non par le hasard ou la cruauté, mais par la résilience et le cœur de deux survivants.